Bonjour, bienvenue sur Parole d'ambassadeur, le podcast qui donne la parole à des chrétiens engagés dans l'écologie. Je suis Johanna et aujourd'hui je discute avec David et Olivia qui travaillent en permaculture. Salut David et Olivia. Salut Johanna. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, on est un couple marié, on vient de Suisse et on est installé dans le Limousin depuis 3 ans. On a respectivement 36 et 35 ans. Et puis, on n'est pas du tout du milieu agricole à la base. Moi, j'ai travaillé dans la banque pendant 15 ans, puis Olivia d'abord dans l'hôtellerie, puis ensuite dans la cosmétique de luxe. Et puis en 2016, on a fait un virage à 360 degrés. Et puis, on s'est lancé un petit peu dans la permaculture. Et puis, on attend un petit bébé pour cet automne. Voilà. Et félicitations. Merci. Alors commençons par toi, Olivia. Comment tu en es venue à t'intéresser à l'écologie? Alors, je pense que j'ai toujours eu un attrait pour l'écologie ou du moins une sensibilité, mais sans que ça impacte vraiment mon quotidien ou ma vie, mon travail, etc. Sans savoir non plus comment m'y prendre pour avoir un impact dans ce domaine-là. Et c'est quand on est allé au cinéma, c'était notre premier rendez-vous d'ailleurs avec David en 2016, où on est allé voir le film Demain, le documentaire Demain de Cyril Dion, qui, pour nous, c'était la première fois où on voyait un documentaire qui parlait de toutes sortes de problèmes actuels de la société, mais en y apportant vraiment des réponses. Et c'est à travers ce documentaire-là qu'on a découvert la permaculture et ça a été pour nous un électrochoc. Et où on s'est dit, tiens, on peut faire quelque chose de concret, on peut avoir un impact. Et c'est c'est vraiment à partir de ce film-là qu'on a changé nos vies, en fait. Du coup, David, toi aussi, tu as un parcours similaire. Ouais, alors en plus, moi je viens d'une double culture parce que je suis à moitié haïtien et à moitié suisse. Donc c'est deux pays très contrastés, hein. Haïti est un des 10 pays les plus pauvres au monde et la Suisse avec les richesses qu'on lui connaît. J'ai travaillé dans le monde de la banque et moi ça m'a toujours tiraillé cette injustice par rapport au fait qu'il y ait des gens qui meurent de faim dans le pays d'où vient ma famille. Et puis, c'est cette opulence de richesse. Et petit à petit, en grandissant, en comprenant et en étant un petit peu immergé dans ces deux mondes-là, j'ai commencé à comprendre un peu qu'il y avait des choses qui sont en lien avec la planète, qui contribuent à ces injustices. Et puis, j'ai fait des choix de m'éloigner de plus en plus de ce monde financier. Moi, j'étais plus dans la gestion de fortune, donc j'étais pas vraiment avec des clients lambda, j'étais vraiment avec des clients très fortunés, des grosses entreprises, etc. Ça correspond bien à l'image qu'on se fait de la Suisse. Hein. C'est ça. Et puis, quand j'ai toujours été un petit peu, j'ai subi beaucoup ma profession pendant pas mal d'années parce que j'avais l'impression que je pouvais rien faire que de participer à cette grosse machine qui nous entraîne tous à son sillage. Et c'est vrai que ce film m'a percuté parce que je me suis dit, ben voilà, je peux déjà m'extraire de ce que je ne tolère plus et puis faire ma petite part de mon côté. Et puis, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup plus d'impact que ce que j'avais anticipé et aussi que ça me faisait énormément de bien. Ça me remplissait aussi de sens, etc. Et voilà, donc j'ai bien fait de rencontrer Olivia finalement. Finalement. C'était un très bon choix. Et quel lien vous faites avec votre foi chrétienne? Alors nous, on aime bien dire que à partir de ce film et à partir de la découverte de la permaculture, ça a engendré un peu une conversion écologique qui ensuite nous a amené à notre conversion spirituelle. Parce qu'il faut savoir que quand on est allé voir ce film, on n'était pas chrétiens. On vient tous les deux de famille chrétienne, mais on avait mis la foi de côté pendant de nombreuses années. Et c'est venu nous repercuter assez fortement après cette conversion écologique.
C'est D'accord. vraiment l'écologie qui nous a ramenés à Dieu. Réconcilier, ouais. Voilà. Ah, c'est excellent. Et suite à ça, vous Ouais, avez connu Arocha France? Ah, pardon. pardon, tu voulais dire quelque chose, Non, David? je disais, ou plutôt, c'est Dieu qui a utilisé Ouais. l'écologie pour nous ramener vers lui. Oui, Voilà. oui, oui, oui. C'est pas commun comme histoire, souvent on entend l'inverse, mais ouais, comme quoi Dieu est plein d'originalité. Oui. Comment vous avez connu Arocha France? Alors, c'est ma maman qui nous en a parlé la première fois. C'était quand on parlait de notre mariage et qu'on cherchait un lieu. Et c'est ma maman qui nous en a parlé en disant, mais vous savez, il y a un organisme qui existe depuis longtemps, qui est chrétien et qui s'occupe aussi qui est sensible à toutes ces questions-là. Et on est allé voir sur le site, mais sans y passer davantage de temps. Mhm. Parce qu'on préparait aussi un projet à ce moment-là pour Haïti. Et c'est ensuite, je crois que la plus grande rencontre avec Arocha, ça a été à travers un des bouquins de David Bouclès, Dieu, l'écologie et moi, où on Mhm. s'est dit, mais waouh, enfin, on voit sur papier, noir sur blanc, tout ce que nous, on avait dans nos têtes depuis un bout de temps. Et on a découvert à ce moment-là, donc il faisait partie d'Arocha. Et on l'a contacté et c'est lui qui nous a mis en contact avec Jean-François. Et Excellent. c'est à partir de là que ça a commencé. Et qu'est-ce qui vous a décidé à devenir ambassadeur? Ben, moi, enfin, on avait pris contact avec Jean-François avant la création du réseau. C'était quelque chose qui mûrissait déjà depuis un moment, Mhm. mais qui n'avait pas encore été lancé. Et moi, je trouvais l'idée assez fantastique de créer un réseau dans toute la France où on pouvait entrer les uns et les autres en lien. Parce que ben, souvent, quand on rencontre des chrétiens, je pense que pour Arocha, c'est pareil. On se rend compte que les gens se sentent isolés parce que ces convictions écologiques, ils n'arrivent pas à les partager avec d'autres chrétiens. Donc, je trouvais assez fort de pouvoir créer un réseau par rapport à ça. Et moi, je trouvais aussi très intéressant d'intégrer le réseau parce que Arocha a des compétences que nous, on n'a pas forcément avec des spécialistes au niveau de la nature, des scientifiques, des gens qui s'intéressent aux questions climatiques. Mhm. Et puis pour nous, c'était comme c'est un sujet qui nous importe beaucoup et qui nous passionne aussi, euh, c'est intéressant de pouvoir être en lien avec des gens qui ont des choses à nous apprendre, à nous partager. Et Mhm. puis, et donc, on aime beaucoup assister aux réunions des ambassadeurs. Alors malheureusement pour nous, c'est toujours un peu en virtuel parce que le fait d'avoir une ferme, ça ne nous permet pas forcément de beaucoup nous déplacer. Quoique, peut-être l'année prochaine, c'est bien possible qu'on fasse partie de la réunion des ambassadeurs. Mais on verra si Dieu nous permet d'avoir des gens pour veiller sur notre ferme pendant qu'on part. Oui, Voilà. ok. Alors, vos convictions écologiques sont vraiment intégrées dans votre vie entière, puisque vous gérez une ferme en permaculture qui accueille du public en gîte ou en camping ou pour des événements ponctuels. Est-ce que vous pouvez me raconter comment est né ce projet? Alors, avant de venir en France, on était parti en Haïti pour un projet également en permaculture. Et puis quand on est rentré, on n'avait pas du tout envie de revenir à nos métiers d'avant. On avait à peu près la certitude qu'il fallait qu'on continue dans cette voie-là. Et moi, on avait vu avant de partir en Haïti que la ferme de la Goursaline était en vente parce que c'est là où on a été formé en 2017. D'accord. Mais j'avais à peu près, j'étais à peu près sûr qu'elle était vendue parce que forcément un lieu comme ça a déjà dû trouver preneur. Et en fait, ça revenait dans ma tête. Je pense que c'est Dieu qui me disait appelle, 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 appelle. Et puis j'ai appelé notre ancien formateur pour lui demander si elle était toujours en vente. Et il m'a dit que oui et que ce serait chouette qu'on vienne s'y installer. Et pour nous, ce lieu, il avait tout ce qu'il nous fallait par rapport à la vision qu'on avait. On avait envie d'avoir un lieu de vie où on puisse partager ce lieu avec d'autres. Il y avait déjà des structures qui existaient, il y avait déjà certaines choses qui font qu'on arrivait à s'y projeter. Et puis, on avait envie de faire un lieu de partage où on puisse
proposer aux gens de s'immerger dans quelque chose où on peut planter quelques graines et puis après les gens s'en vont et puis arrosent ou pas les graines qui ont été semées pour que ça produise du fruit. Et donc l'idée c'était d'accueillir tout type de public. Donc il y a l'aspect touristique. Donc il y a des gens qui viennent simplement passer des vacances, qui n'ont pas spécialement forcément de conscience écologique, mais qui vont venir dans une yourte avec des toilettes sèches, aller cueillir les légumes dans le jardin avec nous pour ensuite les cuisiner le soir. C'est déjà une expérience finalement qui marque. Et puis il y a des gens qui ont déjà une sensibilité, qui souffrent de justement cette sensibilité écologique par rapport à tout ce qu'ils peuvent voir dans les médias et qui ont besoin d'écoute, d'empathie, de partage vis-à-vis de ça. Ce qu'on nous on appellerait un peu le tourisme de réparation. On en a eu pas mal ces 2 dernières années, particulièrement aussi avec la crise du Covid. Et c'est des gens qui sont peut-être pas compris dans leur entourage, alors que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, hein, et puis qui viennent rencontrer des gens qui ont vécu leur vie, c'est-à-dire travailler dans des grandes entreprises, etc., et qui ont effectué un changement de vie et qui sont capables de comprendre leurs questionnements, leur mal-être, leurs problématiques, et puis de leur donner aussi un peu d'inspiration et puis parfois de conseils, etc. Et nous, c'était important pour nous de pouvoir partager ça. Et puis après, à l'automne, à l'hiver, c'est les saisons où on a moins de monde et là où on accueille en général, par exemple, aussi des réfugiés sur des courts séjours, l'occasion de passer du temps avec eux, de leur proposer aussi de voir autre chose que des grandes villes. Oui. Et puis, c'est souvent des gens qui comprennent pourquoi c'est important d'essayer de subvenir à ses propres besoins, parce que dans leur pays, il suffit pas d'aller dans le supermarché et puis d'acheter ce dont on a besoin. Donc, c'est intéressant le contact qu'on peut avoir avec eux. Et puis aussi voir à quel point eux, c'est des environnements qu'ils apprécient. Ça leur parle d'être au milieu de la nature, etc. Et puis, enfin, on organise des formations. On organise des formations. On accueille aussi des groupes. Donc, ça peut être des écoles, des étudiants ou autres. Et on essaie de sensibiliser un petit peu à la permaculture, pas seulement à l'aspect jardin, mais tout ce qui va avec. Donc, construction, économie d'énergie, gestion de l'eau, etc., etc. Les ressources. Voilà. D'accord. Et je voudrais revenir sur vos visiteurs qui ne sont pas spécialement sensibilisés à la crise écologique. Est-ce que vous avez pu avoir des conversations avec ces visiteurs, leur donner un petit aperçu de où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Oui, et je pense que nous, notre force, c'est de pouvoir montrer les choses très concrètement, en fait. Parce que rien qu'en se baladant sur la ferme, les gens posent des questions, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Et ça nous permet, en fait, de façon très simple et de partager, en fait, ce que nous, on applique ici à la ferme et du coup, de parler des raisons pour lesquelles on les fait. Et ce qui fait toujours du sens. Hein. Il n'y a jamais personne qui nous a dit « Ah non, mais n'importe quoi. » Je pense que les gens, même s'ils ne sont pas impliqués dans leur quotidien à ce niveau-là, comprennent toujours pourquoi on fait les choses qu'on fait ici, les choix qu'on prend. Et parfois, on n'a pas de retour direct, mais finalement, ce n'est pas notre rôle non plus. On sait, comme David a dit tout à l'heure, on sème une petite graine et c'est notre job, en fait. C'est ça qu'on fait. Oui. On sème des graines dans le jardin, mais dans le cœur des gens aussi. C'est super parce que du coup, le film de Cyril Dion a semé beaucoup de graines. Il m'avait beaucoup marqué. Et vous, à votre tour, vous en semez. Peut-être que les personnes que vous avez sensibilisées en sèmeront aussi. C'est ça. Et voilà, on progresse comme ça. J'aimerais bien savoir maintenant comment votre foi chrétienne influence la manière dont vous gérez votre ferme. Tu veux commencer? Alors, je pense qu'au quotidien, avec tous les gens qu'on reçoit, on a, comme je disais tout à l'heure, vraiment le terrain parfait pour pouvoir partager un petit peu notre foi. Rien qu'en expliquant aux gens qui arrivent, hein, des touristes, sans faire de prosélytisme évidemment, mais
de simplement raconter pourquoi on est là ou qu'est-ce qu'on fait et notre foi est toujours mentionnée finalement parce qu'on n'est pas là pour rien, on s'est senti appelé à venir ici. On organise des formations qui sont dédiées aussi aux chrétiens en lien avec la permaculture et l'autonomie. Donc, rien qu'en disant ces mots-là, ça nous permet déjà de placer en guillemets le fait qu'on est chrétien et que c'est notre foi qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Mhm. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis, nous, on a vraiment plaisir à prier pour les gens qui viennent chez nous. Et notre prière, souvent, c'est qu'ils puissent ressentir la présence de Dieu sur le terrain et dans le gîte dans lesquels ils vont habiter pendant leur séjour chez nous. Et c'est marrant parce que très souvent, lors du départ, les gens nous disent mais il y a quelque chose de plus chez vous, je sais pas ce que c'est. Et nous on rigole parce qu'on sait. Et on est content parce que ça laisse quelque chose quand même dans leur cœur, ça laisse une petite trace et puis on prie pour que ça reste en fait. Et je pense que ça marche parce que les gens reviennent, ils viennent rechercher cette paix. En fait, on nous parle beaucoup de la paix que les gens trouvent ici. Et encore, on a encore une personne avec nous là dans un des gîtes qui nous a dit ça encore hier, qui était pas bien et dans son travail et qui est là pour se ressourcer. Et puis elle a dit mais c'est tellement paisible ici, je me sens bien. Et ça, c'est vraiment notre prière quotidienne, quoi. Waouh, c'est super. Il y a deux visions un petit peu dans ce projet qui sont temporellement un petit peu différentes. Il y a cette envie d'accueillir les gens et puis de justement leur offrir une espèce d'oasis, un lieu de repos, presque de refuge, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent des situations très violentes dans le cadre de leur travail ou de leur situation personnelle. Et puis, il y a à la fois aussi le fait de planifier le développement de la ferme sur plusieurs années pour se préparer à des années plus difficiles. Donc, on a certaines ressources qu'on utilise ici et puis qu'on veut pérenniser. Et on a envie que ce lieu, ça puisse à un moment donné être un lieu de refuge à l'avenir aussi, mais aussi qui rayonne au niveau local. On est dans un petit village, il y a de moins en moins de gens, malheureusement, dans les campagnes qui cultivent un jardin. Et on a envie de pouvoir être un lieu, soit où on va pouvoir partager des surplus avec des gens qui nous entourent, soit accompagner des gens dans l'organisation de leurs propres ressources, par exemple, refaire un jardin ou comment est-ce qu'on s'organise par rapport à son autonomie, etc., etc., pour que les gens puissent faire face à des périodes un petit peu moins fastes, quoi. Voilà. Ok. Juste une petite question, quand tu parles d'autonomie, tu penses en particulier à tout ce qui est fruits et légumes? Alors, pas seulement. On a une certaine autonomie par rapport à ça. On a aussi tout ce qui est protéines animales. Donc, on a des œufs, on a de la viande, parce qu'on a des poules, des canards, des cochons, des moutons. Oui. Et puis, il y a aussi toutes les ressources qu'on considère un petit peu comme acquises, hein. L'eau, par exemple. C'est quelque chose qui, on l'a vu cet été, aura tendance à se raréfier. Et il faut commencer à réfléchir à ça. Et nous, on a tout un système de gestion de l'eau qu'on est en train de mettre en place sur la ferme. On a une chance, c'est qu'on a un terrain en pente. Donc, c'est très pratique pour faire circuler l'eau. Donc, on est en train de mettre ça en place. On a aussi toute la question de la gestion du bois pour le chauffage, parce qu'on se chauffe exclusivement à ça. Et puis, dans les années qui viennent, on aimerait pouvoir développer l'énergie solaire, pas parce que c'est une énergie verte. Je crois que tous ceux qui sont un petit peu, qui s'intéressent un peu à l'écologie ont compris que c'est pas forcément une énergie verte, loin de là, mais simplement parce que notre autonomie en eau dépend de notre électricité. On a un forage, donc il y a une pompe, il y a un surpresseur qui distribue l'eau sur toute la ferme. Et ça, pour nous, c'est important de pouvoir le pérenniser. Si on veut pouvoir continuer à cultiver ou abreuver simplement notre bétail. Voilà, mais nous, on est très, on a toujours été très inspirés par l'histoire de Joseph dans la Bible, qui sait qu'il y a 7 années d'abondance, puis ensuite 7 années de famine qui arrive et qui se prépare
à ces événements-là. Donc, on n'est pas dans une logique de survivalisme ou d'autarcie, parce qu'on est vraiment dans l'entraide. On travaille aussi beaucoup avec les gens autour de nous pour se filer des coups de main et puis se soutenir les uns les autres. Mais je pense que c'est pas mal inspiré, disons, actuellement, de commencer à réfléchir à ce qui va venir après. Ça a été acté politiquement pour la première fois depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est important d'écouter ce que Dieu dit à travers les scientifiques, à travers les gens qui étudient toutes ces questions-là et puis de se préparer, quoi. Oui. Et du coup, est-ce que vous encourageriez nos auditeurs eux aussi à se préparer? Oui. Oui. nous, on croit très fort aux petites actions. Qu'il n'y a pas de petites actions, en fait, c'est ça. C'est que on pense que maintenant, il est temps de se mettre en marche, en fait. Il est temps d'agir et c'est moins le moment des grandes théories et des grandes réflexions. Maintenant, il faut y aller, il faut mettre les mains dans la terre, il faut s'encourager les uns les autres, il faut créer des projets, même aussi petits soient-ils, c'est égal. De planter 3 fleurs ou 3 patates devant la maison, ce sera déjà une action. Oui. Et d'agir avec son quartier, ses voisins, sa famille ou son église, ou joindre voilà, à Rocha ou les ambassadeurs. Enfin, voilà. Mais je pense que maintenant, il est vraiment temps de se mettre en action, quoi. Arrêter de parler et il faut y aller, quoi. Oui. Il faut aussi se rendre compte de ses limites. Hein. Je veux dire, si on a 75 ans et qu'on n'est pas en bonne santé, on ne va pas commencer à acheter 2 hectares de terre pour les cultiver. Absolument. Par contre, on peut s'engager au sein de son église, on peut s'engager au sein d'une association. Toute personne a quelque chose à partager autour de soi. Il y a des gens qui sont doués en organisation, il y a des gens qui sont doués en contact. Et puis en fait, il faut que les gens se réunissent et œuvrent ensemble. Je crois que c'est un peu le principe d'une église. Hein. C'est de vivre la communauté, vivre sa foi, sa relation avec Dieu, mais ensemble. Et chaque personne est appelée à être des acteurs. Ne pas tomber, surtout, ne pas tomber dans le défaitisme enfin, faut vraiment pas rentrer dans ce jeu de voir le mal partout. Je pense qu'on est appelé à regarder à Dieu, garder les yeux fixés sur lui, et puis d'avancer avec la paix dans le cœur, et puis la foi que Dieu est là et qu'il est là pour nous soutenir, pour pourvoir. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance on a des fois des gens, des chrétiens qui nous contactent et qui sont presque paniqués parce que c'est écrit qu'on va vivre des temps très difficiles, etc. Dieu ne nous abandonne jamais dans aucune circonstance. La vie en soi, c'est quelque chose de pas facile déjà. Si on commence à cristalliser ses peurs, on s'immobilise très vite. Donc, c'est important de vraiment vivre les choses dans la foi et puis aussi dans la joie, parce que Dieu, il nous demande d'être dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Et voilà, donc je pense que c'est aussi ce qui va nous distinguer par rapport à des gens qui sont sensibles à l'écologie, mais qui n'ont pas Dieu et qui sont déprimés, défaitistes. On en connaît quelques-uns. On est aussi là pour apporter cette joie, cette lumière à ces gens-là. Voilà. Wow. Merci en tout cas, David et Olivia, pour cet encouragement, pour votre exemple aussi. Et effectivement, sortant de cette interview, moi, j'ai envie d'agir. J'espère que c'est le cas pour nos auditeurs. Juste un complément d'information. David et Olivia gèrent la ferme de la Goursaline dans le secteur de Limoges. Pour nos éditeurs, on vous mettra le lien de leur site en complément d'information pour que vous puissiez aller voir ça. Ils font aussi des formations en ligne. C'est super intéressant. Je vous encourage vraiment à aller voir ça. Merci David et Olivia. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.